Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur et je suis très content de vous retrouver ce soir pour parler d'un sujet très important et d'actualité, la Syrie. J'ai avec moi pour parler de ce sujet, à ma gauche, Stathis Kouvelakis. Bonsoir. Bonsoir, un habitué, quasiment un membre de Parole d'honneur, non? J'y suis souvent, oui, c'est vrai. Et c'est un plaisir. Bien, voilà. Et c'est un plaisir de t'avoir, vraiment un grand C'est plaisir. un membre d'honneur de Parole d'honneur. Voilà, un membre d'honneur et à notre droite, bien sûr, Youssef Oussouma, qu'on ne présente plus. Bonjour. Comment vas-tu, ça va? Très bien. Très bien. Et toi? Ça va très bien, je suis content. Première émission que j'anime, donc on va voir. Et donc on va parler d'un sujet très important, c'est la chute du régime de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, dont le père était déjà au pouvoir il y a maintenant plus de 50 ans, et donc c'est la fin de la dynastie des Assad en Syrie, plus de 50 ans de régime des Assad qui prend fin, qui a pris fin ce week-end, et qui est le résultat d'une guerre qui a été initiée en 2011, et d'un mouvement de contestation énorme qui a compris énormément d'événements très divers. Durant ce laps de temps, on a eu 500 000 morts, c'est énorme, plus d'une dizaine de millions de réfugiés. Daesh est monté et a pris du pouvoir aussi en Syrie. Il y a eu des bombardements russes, turcs, américains, des bombardements d'Israël, des bombardements iraniens de tous les côtés. Donc tous les pays, beaucoup de pays du monde ont aussi participé à cette guerre. Ça a été une guerre vraiment de tous les côtés. On a eu des réfugiés, on a des réfugiés en masse qui sont venus en Europe. On se rappelle encore ces images terribles d'un petit enfant de 2-3 ans qui est mort sur une plage grecque en 2016. Un réfugié de la guerre en continu qui était présente en Syrie, que ce soit la guerre contre le régime d'Assad, entre les rebelles et le régime d'Assad ou Daesh. Donc c'est une guerre perpétuelle. Et on espère tous, ensemble, on espère tous la fin de cet enchaînement de violences inouïes vraiment sur ce territoire de 22 millions de personnes qu'est la Syrie, dont il ne reste quasiment que des ruines, des millions de réfugiés internes et encore plus à l'externe. C'est vraiment un immense ruine, un champ de ruines. Et donc on va revenir ensemble sur les événements de ces 10-15 derniers jours qui ont mené à la fin de ce régime. Donc on commencera par se focaliser sur ces derniers événements, sur aussi l'avenir de la Syrie, parce que l'avenir est flou, on ne sait pas encore. Certes, le régime d'Assad est tombé, mais que va devenir la Syrie? Parce que la Syrie est encore c'est un véritable champ de ruines. Toutes les vidéos que vous pouvez voir de célébration de la chute d'Assad montrent que des images de villes en ruines, avec tous les bombardements qui ont été faits. Donc il y a une vraie question qui se pose, avec la question des réfugiés aussi, puisqu'aujourd'hui, différents pays d'Europe ont annoncé vouloir expulser les réfugiés syriens. Donc c'est une vraie question importante. Et ensuite, on passera en second temps aux conséquences régionales et internationales de cette guerre en Syrie, car comme vous l'avez bien vu, elle a impliqué énormément de forces en puissance. Donc tout d'abord, je me permets rapidement de faire un petit récap, et vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous le voulez, un petit récap des derniers jours, avec une carte qu'on va présenter, que vous pouvez voir à l'instant. C'est une carte qui date d'hier soir, d'hier à peu près, disons plutôt hier, donc dimanche, pour ceux qui verraient la vidéo plus tard. C'est une carte qui date de dimanche, du coup 8 décembre, 8 décembre, c'est ça. Donc après la chute de Damas, donc après la chute du régime syrien. C'est important de bien présenter cette carte, et avant ça, il faut présenter les forces en présence. Premièrement, commençons par celle qui est tombée, donc le gouvernement syrien. Ici, sur cette carte, elle n'apparaît plus du tout, ou elle n'existe quasiment plus de fait. Elle s'est disloquée. Mais avant le début de cette offensive du 27 novembre, elle occupait plus de 50% du territoire, c'est-à-dire du sud d'Idlib jusqu'à Damas. Et ensuite, la région centrale de la Syrie, c'est vraiment un désert qui était contrôlé, mais aussi pas contrôlé par l'armée syrienne. Il y avait des poches de Daesh un peu partout. C'était un peu... La Badia, ce qu'on appelle la Badia. Voilà, c'est ça. C'est un peu un micmac de plusieurs forces. Donc voilà la première force qui, ici, disparaît de la carte. Arrive donc une Syrie avec 3 principales forces dont il faut parler aujourd'hui. La première, celle dont tout le monde parle, HTS, mais qui est plutôt HTS et ses alliés, et donc qui est la zone en vert, donc qui avant était avant HTS avait contrôlé une poche d'Idlib, donc avant, c'est-à-dire le statu quo qui existait de ces dernières années, c'était de la poche d'Idlib qui était sous contrôle de HTS. L'offensive du 27 novembre leur a permis de conquérir Alep, après d'âpres batailles aux côtés d'alliés que je vais citer plus tard. Ensuite, HTS et ses alliés se sont dirigés au sud, comme vous pouvez le voir, au sud de cette ligne qui va de Alep jusqu'à Damas,
à l'ouest de la Syrie. Ensuite, ils sont allés vers Hama, où il y a eu d'âpres combats, des combats notamment avec des bombardements de l'aviation russe, mais qui ont mené rapidement à une victoire des forces rebelles. Puis, conquête de Homs, juste en dessous, qui amène vers la voie de Damas, mais avant d'arriver à Damas, des forces, des poches de résistance qui se sont réveillées au sud de la Syrie, donc à Damas et à Dera, au sud de Damas, qui n'apparaît pas sur la carte. C'est un groupement de différentes forces d'opposition à Assad, qui en violet. En violet, exactement, qui sont ensuite, par réveil progressif, mais en quelques jours, c'est vraiment, on parle de quelques jours, là, c'est important que les gens comprennent, c'est que c'est très rapide. Donc ces différentes forces se sont soulevées contre le régime. Ils sont allés jusqu'à Damas qui en fait a été entre guillemets libéré, mais en fait par aucun combat. Le gouvernement syrien, donc Assad a fui, et puis il y a je vais en parler plus tard, mais il y a une transition plutôt douce qui est en train de se faire avec l'ancien gouvernement de Damas. Voilà pour la première phase, donc HTS, dont je reviendrai bien sûr. On parlera juste après la carte, on parlera de qui est HTS et de leurs idées. La deuxième force importante, ce sont les alliés de fait d'HTS, qu'on appelle l'armée nationale syrienne, qui est j'arrive pas trop bien à voir la couleur, vous pouvez peut-être me le dire, c'est peut-être violet, c'est ça, je sais plus trop, mais donc qui avait un bout à Afrin. C'est un bleu foncé. Un bleu foncé, donc c'est l'ANS, il faut le dire, l'armée nationale syrienne, ce sont c'est des mercenaires, c'est un regroupement de diverses forces anti-Assad a priori de base, mais en fait qui sont vite transformés en supplétifs de la Turquie et qui contrôlaient une bande que vous voyez entre Kobané et Serrekaniye, et une bande à l'ouest, à Afrin. Résultat de l'invasion de la Turquie en 2018-2019 sur le canton d'Afrin. Et donc ces forces-là se sont jointes avec HTS pour libérer Alep, puis ont combattu une autre force présente, donc la troisième en question. On bifurquait vers le nord. On bifurquait vers le nord et vers l'est. Et on combat encore, au moment où je vous parle, à Manbij, donc vous voyez, c'est cette zone au sud de Kobané, au nord-ouest, et donc combattent une troisième force, que sont les forces démocratiques syriennes. Les forces démocratiques syriennes, on la présente extrêmement mal dans divers médias, mais les forces démocratiques syriennes, c'est un groupement de diverses forces armées qui comprennent des forces kurdes, les YPG, mais aussi différentes composantes arabes, les forces démocratiques syriennes sont même à majorité arabe, et ces composantes arabes sont des tribus. Ce sont des tribus, mais aussi des différentes factions anti-Assad de l'armée syrienne libre du passé qui se sont scindées et qui ont rejoint les forces démocratiques syriennes. Donc comme vous pouvez le voir, voici la carte actuelle de la Syrie, avec ces trois principales forces, donc 40% à peu près du territoire contrôlé par les forces démocratiques syriennes, qui sont ici en jaune, orange. Le reste du territoire qui est contrôlé par HTS et l'ANS, donc c'est une sorte d'alliance de fait, mais on va discuter plus tard des différences qu'il y a entre HTS et ANS, mais il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il reste une quatrième zone très floue, qui est toute la zone du désert, qui serait entre la frontière irakienne et la côte méditerranéenne, dans laquelle il y a, c'est un mélange de différentes forces, mais surtout, donc vous voyez là, la carte, elle montre que HTS va vers le centre, donc là, c'est les champs de pétrole. On n'a pas un index, on ne peut pas avoir un index de petite flèche, non? Non. Si, on pourra rajouter après coup, je pense. Donc ces différentes forces, et au centre, il y a quand même deux composantes importantes dont il faut parler. Premièrement, Daesh, les poches de Daesh se réveillent. Il y a plusieurs milliers de combattants de Daesh qui sont au centre, là. Qui sont au centre. Entre la tache verte et puis Deir ez-Zor, là. Entre la langue verte, là, comme ça, et Deir ez-Zor. Voilà, exactement. Et une autre composante ici mais aussi au sud. Qui est en rose, qu'on appelle la Syrian Free Army, qui sont en fait des supplétifs de l'armée des Américains. Oui. Et qui est ici, par contre, dans cette carte, un peu la zone est beaucoup plus accentuée que ce qu'elle représente vraiment. Elle serait c'est une zone plutôt très rapprochée de la frontière jordanienne et irakienne. Avec une grande base américaine. Avec une autre base américaine qui n'est pas sur la carte là, oui. Et qui est à l'est de Deir ez-Zor. Voilà, exactement. Et là, vous le voyez en tout petit au sud-ouest, mais comme d'habitude, Israël occupe encore le Golan. Et a encore attaqué encore plus loin que le Golan. Ah, voilà. Et on va en discuter. Donc, voici je t'en prie. Il y a une précision à ajouter concernant la carte. C'est que n'est pas représentée ici
une zone certes réduite du point de vue territorial, mais extrêmement importante, qui est encore sous le contrôle des forces du régime Assad. Si, on la voit, elle est sur la côte. Oui, sur la côte. Oui, j'allais le dire. Oui, sur la côte. Donc, alors, c'est ce qu'on appelle le réduit alaouite. Donc, c'est là où se trouve le cœur de la base du régime Assad, c'est la minorité alaouite, et se trouve la base russe de Tartous. Donc, c'est Latakia et Tartous, les deux villes principales côtières, qui sont véritablement le cœur du régime maintenant déchu Assad, avec la base russe tout à fait importante, dont le sort est évidemment l'une des variables et l'un des enjeux essentiels de la période qui va s'ouvrir. Donc il y aurait une petite précision très importante. Très clair. On fera en sorte plus au sud, de rajouter la flèche. Non, plus au sud. Non, au-dessus. On le fera plus. On le fera plus. Au-dessus encore la flèche. Non, encore plus bas, un petit peu plus bas. Un peu plus bas. Voilà, encore un petit peu. Vous voyez bien la petite tache là. Voilà, ici. La petite tache qui est là. Voilà. Latakia est le principal port de Syrie. Oui. C'est un nœud absolument, c'est un nœud absolument essentiel. Et Tartous, c'est la base russe. Il y en a une deuxième à Armeimim, je crois. Armeimim, c'était la base d'aviation. C'était la base d'aviation russe. Voilà, exactement. Donc juste avant qu'on continue à discuter, si vous avez des différentes remarques, mais bon, vis-à-vis de nos auditeurs, je me permets, évidemment, c'est pas évident de présenter l'état de la Syrie, mais c'était important pour moi de préciser qu'il y a cette triforce qui en fait est en Syrie avec différentes forces minimes, que Israël, le Golan, les Américains avec la Syrian Free Army, Daesh, mais c'est important que les auditeurs comprennent la diversité aussi des forces qui ont pu faire chuter Assad. C'est pas que HTS, comme vous pouvez le voir là, toute la région sud au niveau de Damas, c'est des différentes forces d'opération du sud qui sont une multitude de poches de résistance à Assad qui existent depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est une vraie diversité qui existe. Pareil, même les zones qu'on affilie à HTS, c'est HTS et ses alliés, donc il n'y a pas que HTS comme force dominante. Et bien sûr, il y a encore d'autres composantes qu'il faudrait discuter. Et c'est ce que je vous propose de discuter actuellement. Maintenant qu'on a fait un état des lieux, premièrement, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment expliquer... Excuse-moi, tu voulais déjà rajouter quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Par rapport à la chronologie des choses, c'est au niveau des combats, je veux dire. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une bataille. Oui, vraiment, oui. Il y a eu des escarmouches un peu violentes par moment, mais aucune bataille, ça s'est fait. Voilà. Par exemple, Homs est tombé quasi sans combat. Hama, plutôt... Après Hama, il y a eu quasiment rien. De toute évidence, et tous les observateurs sur place le disent, l'armée syrienne s'est retirée, d'ailleurs en bon ordre. Et quand il y a eu des combats, c'était surtout pour couvrir sa retraite. Exactement. Et à Alep, on l'a dit, au départ, on a été étonnés. Alors, on a vu un petit peu de combats. Il y a quand même des combats. À Alep, il y a eu des combats. Oui, on a vu même des prisonniers exécutés à Alep directement, mais des blessés. Moi, j'ai vu ça en vidéo. Oui, bien sûr. Mais je tiens à préciser que là, ce que vous dites tous les deux n'est valable que pour le front de l'Ouest, parce qu'on parlera plus tard du front du Nord-Est qui est encore en combat. Bien sûr. C'est important de préciser aussi. T'as raison. Je parle uniquement de comment. Là, on parle de l'avancée de Alep jusqu'à Damas. En fait, c'est toute la côte ouest, toute cette ligne droite qui va de Alep à Damas. Je parle des combats qui ont opposé HTS à l'armée syrienne, à l'armée, ce qu'on appelle l'armée arabe syrienne. C'est ce qu'on dit. Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu de grands combats. Il n'y a pas eu de grandes confrontations. Les gens s'attendaient. Pourtant, l'armée syrienne était là. Elle avait son matériel, elle avait tout cela. Mais de toute évidence, il y a eu un ordre. De toute évidence, il y a eu un ordre de désengagement. Alors, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on ne peut pas dire que c'est une armée qui est... Alors, après, on pourra faire des spéculations là-dessus. Oui, on en discutera mais en tout cas, il n'y a pas eu de grandes batailles. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de grands combats. Visiblement, il y a eu une volonté de limiter. Oui, et c'est pour le mieux, parce qu'évidemment, c'est une région qui est en guerre depuis tellement d'années que c'est justement pour le mieux, tant mieux pour le mieux. Tant mieux. Maintenant, les questions qui se posent, la première, c'est comment expliquer cet échec aussi rapide. Je vous donne quelques billes comme ça. Là, récemment, avant que les événements de fin novembre surviennent, on a quand même eu quelques avancées, dans le sens où, pas vraiment des avancées, mais des modifications de l'état des alliances en Syrie. Notamment, on a le retour d'Assad dans la Ligue arabe en 2023, qui a été acclamé par toutes les forces présentes dans la Ligue arabe, ce qui fait évidemment suite à la détente entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui a été initiée par la Chine. Ensuite, on a eu des négociations entre la Turquie et Bachar el-Assad, parce que la Turquie va se débarrasser de ces plus de 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, et aussi en profiter pour déstabiliser les forces kurdes. Mais ils ne sont pas parvenus à un accord. On a aussi, évidemment, le timing de cette offensive survient le même jour que le cessez-le-feu entre le Hezbollah, entre le Liban et Israël. Donc il y a tous ces événements qui, je pense, sont des billes pour expliquer le contexte de cette offensive.
Et je rajouterais même que même l'Union européenne a pensé à un moment à renouer les liens avec Bachar el-Assad. Donc on est dans un moment où Bachar el-Assad commençait à rentrer dans le giron de la scène internationale. Il était déjà revenu avec la Ligue arabe. Négociations commencent à se faire même avec l'Union européenne. Et bim, l'offensive arrive. Comment expliquer déjà l'origine de l'offensive? Ensuite, pourquoi l'armée syrienne a perdu aussi facilement? Alors, je vais laisser la parole à Stathis, mais auparavant juste rajouter que le 20 décembre, et c'est pas inintéressant de le dire, c'est que le 20 décembre devait justement se renégocier les sanctions contre la Syrie. Et la fameuse loi César, qui impose des sanctions terribles à la Syrie, je précise que le chlore ne rentre pas en Syrie aujourd'hui, tout simplement du chlore. Et toute une série de produits, donc pas possible d'assainir, etc., etc., le pétrole, le chlore. Et donc le 20 décembre, ça devait être renégocié. Et la Syrie comptait sur l'aide justement de l'Arabie Saoudite et des Émirats, avec qui donc, il y avait eu un réchauffement, pour obtenir peut-être l'allègement des sanctions. C'est intéressant de savoir que c'est le 20 décembre, donc dans quelques jours. Oui, donc ce que tu dis, en fait, c'est un processus de normalisation qui était en cours et qui s'est brusquement arrêté par cette offensive. Je pense aussi, c'est ce qui explique aussi l'offensive, mais peut-être que tu as un avis. Oui. Bon, je précise que je ne suis pas un spécialiste de la Syrie. Youssef qui suit les choses de beaucoup plus près, il aura davantage à dire que moi. Mais je tiens à dire deux choses. Quand on voit des processus qui connaissent une telle accélération et qui semblent prendre un bon nombre d'acteurs par surprise, il faut dire deux choses. La première, c'est les facteurs externes, c'est-à-dire la modification des rapports de force au niveau régional et international. Bon, il est évident que les coups qu'Israël a portés au Hezbollah au Liban, son offensive au Liban, d'un côté, le fait que la Russie est maintenant depuis plus de 2 ans et demi, enfoncée dans la guerre en Ukraine et donc ne peut d'autant moins mobiliser des forces en Syrie pour appuyer le régime Assad, ont fait que le moment semblait être bien choisi, disons, pour les forces anti-Assad pour lancer une offensive. Bon, par ailleurs, il faut bien dire que quand on a ces retraites sans combat, je pense que, en tant que marxiste et en tant que matérialiste, on peut toujours dire que c'est les causes internes, c'est-à-dire l'échec politique qui est derrière. Je veux dire, Assad a réussi à un prix absolument effroyable à contrôler seulement une partie du pays. Je crois que l'un des avantages d'avoir commencé avec cette carte, c'est de montrer qu'en réalité, l'éclatement de la Syrie était déjà en cours, même quand le régime Assad avait réussi à prendre le contrôle, disons, de cette épine dorsale du pays, qui va de Alep en gros à Damas. Il était loin d'avoir reconquis le territoire, mais surtout il était loin d'avoir conquis ou reconquis la société syrienne. Exactement. Donc je crois que c'est ça. Alors là il faudrait une mise en perspective historique que je ne suis capable de faire qu'en partie. En gros, le régime du parti Ba'ath au pouvoir donc depuis plus d'un demi-siècle, avec Hafez el-Assad au début père, a toujours été un régime extrêmement autoritaire, brutal, dictatorial, qui n'a pas hésité à recourir à une répression de masse. Il faut dire aussi que la gauche syrienne a été laminée par la répression. Le Parti communiste syrien notamment, enfin il y a une sorte de parti communiste croupion qui était un satellite du régime, et le vrai Parti communiste en fait a été réprimé de façon tout à fait sanglante par le passé. Mais c'était un régime qui s'appuyait aussi sur un certain pacte social et aussi sur un jeu d'équilibre entre les diverses communautés qui constituent la mosaïque syrienne, qui est une mosaïque complexe, sachant que l'épine dorsale du régime, ça a toujours été la minorité alaouite, en gros à peu près 10% de la population. Instrumentalisée par Assad. Que le régime s'est toujours posé en défenseur des autres minorités, notamment la minorité chrétienne, mais aussi les Druzes et d'autres religions, etc., ouais. Voilà, et d'autres religions minoritaires, y compris des chiites d'ailleurs, que la minorité sunnite était considérée comme étant globalement lésée, mais qu'il y avait aussi des fractions prospères, substantielles de la communauté sunnite. À Alep, par exemple, il y avait une véritable... Voilà, exactement. Il y avait une bourgeoisie sunnite, commerçante, notamment à Alep et à Damas, qui était importante. Donc, on sait que le régime s'appuyait reproduisait à la fois une sorte de fragmentation profonde de la société qui lui permettait à sa base, à son noyau dur, en quelque sorte,
sorte minoritaire d'être quand même au pouvoir et de constituer une fraction dominante, mais aussi sur un pacte social. Hein. Qui tenait sur une forte répression quand même, comme tu l'as dit. Toujours avec une forte répression. Il y a un tournant qui s'opère avec Bachar, hein, d'ailleurs, très rapidement, avec ses promesses de modernisation qui au début étaient bien vues par l'Occident. Oui. Hein. On le présentait au début comme un modernisateur, avec notamment son épouse britannique, émancipée, libérée, qui faisait les couvertures de journaux et de magazines qui étaient à la mode. Hein. Mais en réalité, ce que fait Bachar, c'est un tournant néolibéral. Exactement. Et qui dit tournant néolibéral dans le cadre syrien, dit un processus de privatisation de l'État. Hein, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, bien sûr. Hein. C'est l'armée qui était la colonne vertébrale du régime. Hein. Le parti Baath n'était pas un parti populaire au sens où le FLN algérien a pu l'être, hein, par exemple. Hein. Donc, c'était vraiment un régime militaire, autoritaire, mais qui s'était lancé dans un processus moderniste et appuyé sur un pacte social. Avec Bachar, on assiste à un tournant néolibéral, à une privatisation de l'État, avec des proches de la famille Assad qui s'arrogent des pans entiers, littéralement, de l'économie, un processus d'ouverture, de privatisation. On a connu ça. En Algérie, d'ailleurs, il y a eu quelque chose d'équivalent avec l'Infita, hein, qui a été avec Chadli, enfin, avec toute la période de post... Et en Égypte, après, post-médiane. Avec Sadat, lorsque... Voilà. Donc, la révolte de 2011, l'insurrection populaire de 2011 a un profond contenu social. Oui. Hein, et lutte de classe même. Ouais. Et de lutte de classe. Ce n'est pas simplement une révolte contre le régime dictatorial et autoritaire des Assad. Il y a un contenu social qui est très fort, qui découle de ce tournant néolibéral du régime et qui a été, bien entendu, complètement détourné, enfin une insurrection qui a été complètement détournée de ses objectifs initiaux, en grande partie du fait du régime. Hein. C'est-à-dire, c'est la répression brutale du régime qui a conduit à la militarisation. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la Syrie est devenue un terrain sur lequel divers acteurs internationaux ont joué leur partition. Et je laisse Youssef poursuivre. Avant de parler de ça, j'aimerais juste, si tu le permets, j'en profite pour récupérer pour poursuivre ce que tu as dit. J'aimerais donc, avant qu'on est revenu un peu sur cette phase, si on s'arrête là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on s'arrête sur ça, sur les origines du conflit. Avec quand même une dimension économique que j'aimerais rajouter. Je laisserai je dirais juste un point pour ceux qui nous écoutent. Là, la question actuelle n'est pas pourquoi, on ne reviendra pas sur le pourquoi du comment, c'est trop tôt pour en parler. Là, ce qui nous intéresse, moi, plus particulièrement, nous ici, qui sommes rassemblés, c'est pour parler des récents événements et surtout de ce qui va se passer, de voir des pistes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très optimistes. Je partage en partie cet optimisme, mais j'ai énormément de craintes du fait de la tripartition des forces, donc j'aimerais qu'on discute. Mais avant ça, tu voulais dire encore une chose sur l'aspect économique, je t'en prie. Oui, ce qu'a dit Saty, c'est tout à fait juste, absolument. Je souscris tout à fait. Et justement, pour ajouter à l'aspect économique, et c'est une dimension qui est importante, c'est que l'insurrection n'est pas partie pour des causes démocratiques, au départ proprement démocratiques. Il y avait eu auparavant ce qu'on appelle le printemps de Damas, avec une timide ouverture, qui ensuite a été réprimée évidemment, hein, mais il est intéressant de noter que c'est parti surtout des régions agricoles, de Delha et de Idlib. Delha, donc, dans le sud de Damas, et puis Idlib au nord-ouest. C'est quand même assez incroyable. Et si on traçait une diagonale, ce serait vraiment sur la diagonale. Et parce que ce que tu as dit sur le tournant néolibéral, je souscris tout à fait. C'est là que ça commence. Bachar avait des prétentions de modernisation, etc. Et vous le savez, pour moderniser un pays, il faut faire des emprunts. Il faut faire des emprunts à la Banque mondiale, au FMI, etc. Et ces emprunts sont toujours assujettis à des conditions. Ce qu'on appelle la vérité des prix, etc., la libre concurrence. Et ça veut dire donc cesser les aides aux produits de première nécessité. Et lui, emporté dans sa fougue, est sûr qu'effectivement, il ne serait pas rattrapé. Par la suite, on le verra par le dit printemps arabe, il avait donné une interview là-dessus où il disait que tout était stable en Syrie et tout avant 2011. Mais ce que je veux dire, c'est que la dimension économique est importante, c'est qu'il va... l'intelligence, si je puis dire, du père d'Assad que n'a pas eu Bachar, c'est en plus de cette espèce de tutorat de toutes les minorités et autres, c'est qu'il soignait aussi relativement, je dis bien relativement, au plan économique, la classe paysanne. Et ça veut dire qu'il s'appuyait aussi sur la classe paysanne, au niveau du soutien au prix, etc. Il savait que la classe paysanne, parce que la Syrie est un pays vraiment, vraiment agricole, était très importante. Et ce que va pas faire du tout Bachar, c'est qu'au contraire,
comme il pratique cette vérité des prix pour avoir les emprunts, il va supprimer un certain nombre, il va ce qu'on appelle la déréglementation, etc. Et il va supprimer un tas d'aides et autres. Et cela va accroître aussi, il y a aussi une crise, une crise donc sociale qui va surgir, qui va approfondir le malaise, avant même le déclenchement, parce que c'est dès le début, dès qu'il est au pouvoir, donc avant même 2011. Oui, c'est un processus qui, justement, les gens pensent toujours que ça commence en 2011, mais non. Dans ce genre de régime-là, c'est des relents qui sont permanents, voilà. Surtout quand c'est un régime qui tient sur une répression assez intense quand même. Donc il va s'aliéner complètement des couches paysannes qui jusque-là étaient, bon, non pas qu'elles étaient forcément heureuses, mais elles arrivaient à vivre, etc., sous le régime du père. Ouais. Et avec ça aussi la crise, il faut le dire aussi, la crise de l'eau. La géopolitique de l'eau, c'est que la Turquie va entreprendre de grands travaux dans le sud-est anatolien pour couper l'herbe sous les pieds justement des Kurdes, de la rébellion kurde, et donc va faire de grands travaux au niveau des barrages, et cela, c'est le robinet de l'Euphrate. Oui, vous voyez, l'Euphrate, c'est ce qui passe depuis Kobané jusqu'à Deir ez-Zor. L'Euphrate, c'est l'équivalent du Nil pour l'Égypte. Et j'ai vu en Syrie, moi, à l'époque, le blé... Oui, le blé se cassait comme ça, tellement c'était sec. Oui. Il n'y avait plus d'eau. Donc c'est que tout ça... Il y a plein de raisons à ça, mais je t'ai coupé, excuse-moi, mais c'est parce que c'est un contexte qui... je t'en prie, vas-y. Là, je voulais qu'on discute justement de la Syrie actuelle, maintenant qu'on a fait tout un contexte et qu'on est revenu sur l'insurrection et sur la victoire sur Bachar el-Assad. Où est-ce qu'on en est? Donc pour pouvoir discuter de ça, je vais d'abord rapidement parler de HTS, parce que HTS est maintenant au pouvoir. HTS et ses alliés, et dernièrement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est une transition assez, vraiment très souple entre l'ancien régime et le nouveau. Par exemple, le Premier ministre sous Bachar a été Premier ministre par intérim pendant quelques peu de temps. Maintenant, ils ont mis en place celui qui gouvernait Idlib quand Idlib était la seule poche de présence de HTS. Donc, et HTS et tout ce phénomène de transition souple est aussi une conséquence de toute la modification de l'image qu'a voulu lancer HTS depuis 2016, autour de 2016, où il y a une volonté de se montrer de plus en plus lisse, vis-à-vis d'une image très lisse, très institutionnelle, qui peut passer bien auprès de pas mal d'organisations internationales, notamment les pays occidentaux, parce que le but de HTS, in fine, c'est d'enlever ces sanctions qui sont sur la Syrie, parce que avec les sanctions sur la Syrie, HTS a les pieds et mains liés. Donc c'est dans un pur pragmatisme aussi, peut-être aussi par volonté de rassembler les gens autour d'eux, mais toujours est-il que HTS a récemment décidé de faire une transition plutôt souple avec l'ancien régime. Et on verra où ça va mener. Mais avant ça, j'aimerais dire une chose, c'est que toutes les personnes pensent que c'en est fini de la guerre en Syrie, sans prendre en compte deux composantes essentielles, c'est l'armée nationale syrienne et les FDS. L'armée nationale syrienne, il faut le dire clairement, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, ce sont des mercenaires qui sont payés directement par la main de la Turquie et qui sont contrôlés par la Turquie, puisque l'armée nationale syrienne n'est en Syrie que pour combattre les forces démocratiques syriennes qui sont notamment menées par les forces kurdes. Depuis qu'ils existent, depuis qu'ils ont été formés à partir de différents bouts de l'armée syrienne libre, mais aussi avec des mercenaires qui viennent d'Asie centrale, il faut le dire, des Turkmènes et des différentes populations. Ils n'existent et n'ont existé que pour récupérer et pour combattre les territoires qui étaient libérés par les forces kurdes. Ils ont commencé par Afrin en 2018-2019. Ça a conduit à un nettoyage ethnique de la population kurde à Afrin. Plus de 150 000 civils ont été obligés de se déplacer. Une partie était notamment au nord d'Alep. Une partie des réfugiés d'Afrin était au nord d'Alep. Et ensuite, quand l'offensive a été lancée par HTS et l'ANS, ils ont exigé aux Kurdes qui étaient au nord d'Alep de s'en aller. Encore une fois, les personnes qui étaient réfugiées d'Afrin ont été réfugiées ensuite du nord d'Alep. Ils ont dû repartir autre part dans la région qu'on appelle le Rojava, du nord-est de la Syrie. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, encore aujourd'hui, enfin c'était surtout hier soir, et encore aujourd'hui c'est encore le cas, il y a des combats très violents à Manbij, qui est au nord de... Si on pouvait avoir la carte, s'il vous plaît, qui est au nord de la Syrie. Vous voyez, Manbij, c'est la ville qui est tout au nord, au sud de Kobané, et qui est en fait le pont entre les deux zones qui sont sous les mains de l'armée nationale syrienne. Donc vous voyez, à gauche, à l'ouest, Afrin, et au centre, au nord-est, plutôt c'est Rekaniye. Et si Manbij tombe, donc il y a des combats très violents en ce moment entre l'armée nationale syrienne et les forces démocratiques syriennes à Manbij
en fait, dans le but pour la NES, c'est pour pouvoir faire la jonction entre les deux zones, et aussi pour faire perdre du territoire aux Kurdes. Et évidemment, de l'autre côté, c'est juste une résistance pure et simple à la violente agression de Manbij, qui, je le rappelle, est faite uniquement par l'armée nationale syrienne. Donc vous voyez bien que l'armée nationale syrienne et HTS sont deux entités différentes. L'armée nationale syrienne est vraiment dirigée et commandée par la Turquie. Il y a des bombardements turcs qui sont faits sur Manbij. Donc là, vous voyez, il y a littéralement encore des combats en Syrie, et c'est des combats très violents, et qui posent des vraies questions sur la suite de la Syrie, puisque là, comme je vous l'ai présenté au début de notre émission, on a une Syrie coupée en 3 forces prédominantes. Les forces démocratiques syriennes qui ont à peu près 40% du territoire, HTS qui a la côte, enfin la partie ouest qui est c'est la colonne vertébrale de la Syrie, et l'armée nationale syrienne qui, comme vous le voyez, ne s'occupe que de la partie libérée par les forces kurdes et ses alliés, les forces démocratiques syriennes. Et donc là, la question qui se pose, c'est la question que je vous pose maintenant, c'est que va devenir de cette Syrie qui semble vraiment fragmentée, puisqu'on a encore une ingérence d'un pays extérieur, qui est la Turquie, et on a des conflits entre deux factions syriennes. J'insiste là-dessus, c'est que beaucoup de gens considèrent que c'est des combats qui ne concernent pas la Syrie. C'est des combats qui concernent évidemment la Syrie. Ce sont tous les deux des composantes de la Syrie, donc que ce soit les forces démocratiques syriennes ou l'armée nationale syrienne, qui se combattent encore extrêmement violemment, qui ont un passif extrêmement douloureux, notamment pour ce qui est d'Afrin, qui a été vraiment nettoyé ethniquement par ces forces de l'armée nationale syrienne. Et HTS a pour l'instant une position très neutre vis-à-vis des forces démocratiques syriennes, et inversement, donc il n'y a pas de conflit entre eux. Et avec l'armée nationale syrienne, qui sont leurs alliés de fait, il y a des conflits un petit peu qui commencent à surgir, notamment sur les relations avec les forces démocratiques syriennes. Donc là, ce que je vous pose comme question, c'est tout le monde parle d'un risque d'éclatement de la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense plutôt à des risques de lutte interne très violentes qui peuvent encore surgir. Vas-y, je t'en prie. Je laisse parler statiste, mais juste rajoute 2 choses. Tu parles des forces étrangères. On a quand même 2 autres forces étrangères importantes. Pas encore parlé, je voulais en parler après. Bah, ce sont les Américains et les Israéliens. Oui, je voulais en parler après. Parce que les Américains, c'est les. Si tu permets, on reste sur c'est comme les maîtres du jeu, et ils observent à partir de leur. On va en parler juste après. Si tu permets. C'est étonnant qu'effectivement les Américains. Oui, on va justement. Israël sera le sujet d'après, mais là, je voulais juste parler des 2 forces qui ont été au cœur de la Syrie depuis ces dernières années et qui sont en lutte constante. Et qui sont vraiment en lutte, je tiens à le préciser, en lutte. Par nature même, ils ne pourront jamais, les deux, l'un existe pour libérer, les forces démocratiques syriennes n'existent par elles-mêmes, bien évidemment. L'histoire serait trop longue pour l'expliquer, mais ce sont des forces qui ont été initiées par les Kurdes et qui amassent, et il y a beaucoup d'Arabes et de peuples, d'Assyriens et différents peuples de la région qui sont unis. Et de l'autre côté, l'armée nationale syrienne qui n'existe que par et pour la Turquie contre les intérêts des FDS. Donc il y a un vrai conflit structurel, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Sur les risques d'éclatement de la Syrie, ou pas d'éclatement, ou de guerre interne? Ce n'est pas un risque d'éclatement. La Syrie est déjà éclatée. Le problème, c'est si cet éclatement peut être surmonté dans un avenir prévisible. Et ma réponse à ça est que sur la base de ce qu'on peut voir, la réponse est négative. Parce que pour surmonter une situation d'éclatement, il faut qu'il y ait une force qui soit porteuse d'un projet qui permette justement une unification sur une base nationale. Et je n'en vois aucune. Je veux dire, seul le régime Baath, avec les méthodes que l'on sait, a pu par le passé le faire. Ça a éclaté. La guerre civile a conduit à une accentuation de la fragmentation du pays avec un prix, avec un coût humain absolument effroyable que tu as rappelé au début, en termes de morts, en termes de réfugiés. Et elle a conduit à une véritable désintégration de l'État. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on parle de réalités dans lesquelles l'État s'est littéralement effondré. Pendant la guerre civile même, je crois que le régime Assad, en fait, a présidé une forme de désintégration interne de l'État. C'est la raison, je crois, profonde de son effondrement maintenant. Notamment parce que les milices s'étaient arrogé un pouvoir énorme. On sait que dans une guerre civile, le sale boulot est fait par des milices. Et en face, on a d'autres milices. On n'a pas du tout des sujets politiques unifiés. Je crois que tu l'as dit d'ailleurs. HTS, en fait, n'est que la
composante la plus forte, mais toute une constellation de milices qui nous rappelle un peu le scénario libyen. Hein. Je tiens ici à rappeler qu'au moment de la chute du régime de Kadhafi, beaucoup de gens s'étaient réjouis en disant voilà, c'est un avenir brillant qui se promet pour la Libye démocratique, etc. En réalité, on a vu que, la Libye est en gros divisée déjà entre deux entités. Deuxièmement, surtout que c'est le règne des milices. Enfin, on sait très bien, avec notamment tous les migrants qui traversent la Libye, que c'est un régime absolument horrible, que ces milices torturent en masse justement les migrants, et que c'est un véritable chaos. Alors, ce qui échappe au chaos actuellement en Syrie, c'est quoi? C'est premièrement le Rojava, hein, c'est-à-dire l'entité des forces démocratiques syriennes dont la principale composante, c'est les Kurdes. Hein. Bon, là, on a l'expérience du Rojava qui, d'ailleurs, a été et est encore une source d'inspiration pour certains secteurs de la gauche et des mouvements libertaires. Bon, puis on a le califat quand même. Hein. Bon, à ma connaissance, le projet de HTS, dont il faut rappeler que quand même ses racines sont Al-Qaïda et le front Al-Nusra, c'est un califat islamique. Bon, il est évident que dans le cas syrien, un tel projet est complètement incompatible avec la diversité qui constitue la société syrienne et ne peut se faire qu'au détriment des minorités. Donc c'est notamment la raison pour laquelle le réduit alawite sert à l'heure actuelle de refuge à une partie de la population chrétienne, enfin parmi celles qui existent encore en Syrie. Et tu as souligné également qu'un certain nombre d'autres acteurs armés importants sont directement sous la dépendance de puissances étrangères. Turquie et États-Unis avec ça. Bon, donc on a l'avenir tel qu'il se dessine, tel que je le vois en Syrie, n'est pas du tout un avenir tel que certains semblent le croire à l'heure actuelle, c'est-à-dire démocratique, etc., mais un avenir totalement chaotique, et je le crains que ce ne soit pas du tout la fin des épreuves pour le peuple syrien, et que ceux qui le pensent maintenant dans l'euphorie, que je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que le régime Assad était un régime sanguinaire, dictatorial, enfin qui a fait couler le sang de son peuple à une échelle absolument incroyable. Mais l'avenir ne me semble pas du tout un avenir prometteur et positif. Alors, moi j'aimerais, juste pour dire quelques mots, sur le scénario libyen, j'entends cette crainte et je la comprends totalement, mais la Syrie a été le sujet de tellement de luttes depuis plus de 10 ans, et il y a différents projets qui ont été aboutis. Tu parles du Rojava, c'est vrai que c'est un projet qui a bien sûr ses défauts, parce que ça s'est créé dans une Syrie en guerre, avec des Turcs qui bombardent constamment. Il y a des conflits évidemment entre les minorités au sein de cette entité, parce que rien n'est parfait évidemment. Par contre, c'est un projet qui a pu exister depuis plus de 10 ans maintenant. Pareil pour HTS, a pu gouverner Idlib pendant quelques années, a montré des signes même faibles d'ouverture, même si peut-être certains pourraient dire c'est pour lisser sur leur image, mais il faut leur donner le bénéfice du doute. Et surtout, les sources d'espoir, c'est qu'on a des différents représentants des forces démocratiques syriennes, notamment l'ancien chef du parti kurde de Syrie, qui a dit qu'il était ouvert aux discussions avec l'HTS, parce que vraiment une différence significative, et ça je veux que les gens le comprennent, entre HTS et l'ANS. L'ANS est littéralement contrôlé, guidé, téléguidé, tout ce que vous voulez par la Turquie. HTS a certes était sous influence turque, dans le sens où la Turquie donnait l'arme, l'argent, tout ce qu'il faut, les vivres pour qu'ils puissent exister, pour combattre le régime d'Assad. Mais HTS tente, en tant qu'aujourd'hui entité qui se veut gouvernable et gouverner la Syrie, de se démarquer de toutes ces influences, sans les perdre évidemment. Et j'ai évidemment un espoir minime, parce que bon, je ne suis pas de nature pessimiste, mais la Syrie dans un état de ruine, c'est difficile de s'imaginer, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment que des ruines. Il n'y a vraiment que des ruines. Il faut reconstituer tout un état sur une base de rien, avec Daesh qui se réveille à gauche, à droite. C'est vraiment c'est un peu, comme tu l'as dit, en plus, il y a des milices de partout. Et ça, je voulais rajouter. L'armée syrienne a lâché toutes leurs armes. Enfin, tous les avions de combat, les munitions, les chars, sont tous en état vraiment nickel, parfait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats, comme tu l'as rappelé. Et toutes ces milices-là ont maintenant un panel de munitions et d'armes assez fou quand même. Comme en Libye, hein. Oui, et donc ce qui est fou, c'est que là, je pense que ce qui est le plus important pour la Syrie, et je l'espère vraiment, c'est ne pas repartir dans un conflit interne, une guerre civile entre les différentes factions,
Pour ça, moi, je ne vois qu'une possibilité, c'est que là, les conflits entre HTS et l'ANS, et même les conflits entre l'ANS et les forces démocratiques syriennes, je pense que si une seule personne ici qui soutient la révolution syrienne et le peuple syrien serait pro-armée nationale syrienne, je ne comprendrais pas, parce que c'est vraiment une armée qui n'a pas du tout combattu déjà Assad et qui n'est là que pour terroriser toutes les populations qui s'y trouvent. Même à Alep, les conflits qu'il y a eu entre HTS et l'ANS sont dus au fait que les milices de l'armée nationale syrienne ont parfois fait des pillages dans les maisons de civils à Alep. Et même HTS, il y a eu des conflits et des communiqués entre eux. Et donc là, il y a ce risque je pense qu'il y a un embrasement qui peut se relever. Et c'est un grand risque. Et j'aimerais juste, avant que tu répondes, Youssef, je voudrais parler d'une autre donnée, avant qu'on passe au contexte régional et international. Ce sont les réfugiés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les réfugiés qui vont revenir en masse. Mais en masse, c'est-à-dire... Quand je dis en masse, ce n'est pas quelques centaines de milliers, c'est des millions qui vont revenir quasiment, je pense, dans un laps de temps très court. Déjà, l'Europe, dans plein de pays d'Europe, donc les noms, donc Autriche, Suède, Allemagne, Danemark, Norvège, et même la France pense à expulser les réfugiés syriens. Le pire étant vraiment à craindre, ça ce sera quand la Turquie, qui a plus de 3 millions de réfugiés syriens, mais vraiment 3 millions. Et le Liban aussi. Hein. Et le Liban aussi, on a d'ailleurs. Donc oui. tous les pays, en fait, c'est plutôt tous les pays frontaliers qui en ont, donc le Liban, l'Irak, la Turquie et la Jordanie, mais surtout la Turquie qui a un vrai intérêt politique à expulser les migrants, enfin les réfugiés syriens, parce qu'ils sont sujets à un racisme inouï en Turquie. La population turque a des relations très conflictuelles avec les réfugiés syriens. Donc ce serait vraiment un coup politique pour Erdogan d'expulser tous les réfugiés syriens. Donc on va avoir un afflux de plus de 4 millions de réfugiés syriens qui vont arriver dans une Syrie absolument en ruine, sans aucun moyen peut-être même de donner à nourriture à ces populations, sans compter les réfugiés internes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont dû fuir les combats. Donc moi je sais pas pour être pessimiste, mais je sais pas ce que tu en penses, Youssef, toi, dans cette situation pour la Syrie. Après, on conclura sur la Syrie, on passera sur les conséquences régionales. Quelle perspective tu vois pour la Syrie Je te sens un peu pessimiste. Pessimiste, non, mais j'ajouterais à ce qu'a dit Statis, auquel je souscris totalement. Je veux dire, juste d'abord, évidemment, on est très heureux de la libération de ces prisonniers, de ces images de liesse, et c'est toujours formidable lorsque des barreaux sautent, oui. des portes de prison s'ouvrent. Les difficultés ne sont pas terminées, ça je le crains. Comme l'a dit Statis, encore faudrait-il que HTS joue le jeu de la construction d'un État. Oui. Je ne sais pas si HTS peut effectivement jouer ce jeu. Parce que, alors, je veux bien qu'on nous dise que Joulani est changé, que HTS est changé, mais il faut d'abord savoir que HTS vient d'Idleb, que Joulani lui-même a été à Al-Qaïda, c'était un proche de Zarqawi, Zarqawi était tué, Joulani était en prison pendant 3 ans dans un camp américain. Zarqawi, par contre, Zarqawi, c'était le chef d'Al-Qaïda, en Irak. C'était le bras droit de Zarqawi. Ensuite, lorsqu'il y aura Daesh, c'était un proche de Baghdadi, Joulani, un proche de Baghdadi. Et ensuite, lorsqu'il va se retrouver à Idlib et qu'il va constituer HTS, à partir de Nosra, etc., et qui va s'imposer sur les autres milices, il va d'abord affronter Al-Qaïda et Daesh, qui étaient aussi à Idlib. Certaines mauvaises langues disent qu'il ne serait pas étranger aux assassinats par des drones américains du leader d'Al-Qaïda et du leader de Daesh à Idlib. Enfin, il va réussir à prendre le dessus. Il a des prisons. Il a une prison à Idlib, Joulani, il faut quand même le dire. Il a une prison à Idlib. D'accord ? Il a des prisonniers à Idlib. Et les Américains n'ont jamais cherché à l'atteindre. Alors, on en pense ce qu'on veut. Toujours est-il qu'il a été relooké. C'est vrai qu'il est passé du djihad global, ce qu'on appelait le djihad global, à une vision plus nationale syrienne. Et c'est ça, il y a eu une transition chez lui. Hein. Il a abandonné. Et c'est à partir du moment où il a abandonné la notion de djihad global, de djihad mondial, qu'effectivement, là, il est devenu un petit peu respectable et on l'a vu en costume, etc. Et bon, voilà. Alors, en tout cas, il faudrait qu'il puisse avoir cet effet rassembleur. Oui. Et ça, c'est pas gagné, comme l'a dit Statis, parce que malgré tout, il y a lui, mais on voit bien les gens qui l'entourent, il y a un wahhabisme très fort. Oui. Le wahhabisme n'est pas du tout syrien, en vérité. Le wahhabisme apparaît en Syrie dans les années 80, et moi je me souviens à l'époque quand j'allais en Syrie, c'était quelque chose. Et c'est le wahhabisme. Tu peux définir wahhabisme pour... Alors le wahhabisme, c'est l'idéologie qui a cours en Arabie Saoudite, au Qatar également. D'accord, et dans les Émirats et autres, et ce wahhabisme, c'est une doctrine, je vais pas dire, alors évidemment c'est du sunnisme, mais c'est une doctrine très rigoriste.
sans entrer dans les détails, c'est une doctrine très rigoriste qui se distingue des frères musulmans, hein, en général. Mais voilà. Et en tout cas, en Syrie, l'islam syrien n'était pas du tout conforme à cela. C'est un islam qui était beaucoup plus ouvert, qui était soufi, pareil. Et donc les risques actuels, du coup le problème, c'est que y a un problème quand même. Joulani, il a autour de lui, alors c'est pas uniquement lui, mais il a autour de lui des gens, moi j'ai vu les vidéos et autres, hein, qui, comme tu l'as dit, voudraient le califat, etc., et qui ont une vision pas du tout, c'est pas la Croix-Rouge, hein, d'accord, bon, alors, ils ont le droit d'avoir, c'est leur problème, mais ce que je veux dire, c'est que à Idlib, Joulani s'est imposé aussi en écrasant l'armée syrienne libre. Entre autres, en éliminant les chefs de l'armée syrienne libre, qui ont été éliminés par Joulani, à Idlib. Ils n'ont pas été éliminés par le régime à Idlib. Je parle bien à Idlib, hein, qui est cette enclave contrôlée par la Turquie, en grande partie et autres. Hein. C'est même l'argent turc qui est en circulation à Idlib. Hein. Et donc, voilà, il va falloir que... Alors, moi, je veux bien HTS, hein, mais il faudrait que HTS ait une dimension nationale qui rassemble et autres. Et on va voir, et surtout, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Sur HTS, c'est surtout ses relations avec l'ANS qu'il faut... Alors, voilà, il y a des conflits aussi qui peuvent exister. Il y a des conflits qui peuvent exister entre l'HTS et l'ANS, effectivement. Ils n'ont pas forcément le même agenda. Exactement. Alors, je reviens juste sur la Turquie, parce que c'est vrai qu'un des éléments, et on n'insiste pas assez là-dessus, mais un des éléments qui a fait que Erdogan s'est lancé dans cette histoire, c'est aussi les réfugiés syriens. Exactement. Et donc, c'est le motif qui est invoqué, d'ailleurs, très souvent, par les gens qui veulent justifier l'offensive. C'est que le poids de ces réfugiés syriens en Turquie devenait extrêmement important. Et voilà. Alors en tout cas, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on a une Syrie qui est éclatée. Alors après, on va voir aussi les enjeux régionaux et internationaux. Oui, on y arrive. Mais c'est vrai, tout à fait, je suis d'accord avec ce que dit Statis. C'est une Syrie qui est complètement éclatée. Et il faudrait quelque chose de rassembleur, d'autant plus qu'on a des agressions qui se multiplient de la part d'Israël. On y arrive. On va y arriver. Et en tout cas, en l'occurrence, il y a une chose qu'on peut au moins apprécier, c'est le fait qu'il n'y ait pas un bain de sang pour Damas. Ça, c'est vraiment bien. Que Damas, que les habitants et les lieux ont été préservés. Ça, c'est heureusement. On ne peut que s'en réjouir. On peut que s'en réjouir. On le disait tout à l'heure, il y a même des ministres de l'ancien régime qui sont en place. Voilà, qui sont en place. Pour la transition, et c'est une bonne chose. Il y a quand même un paradoxe là-dedans, hein, c'est que d'une certaine façon, HTS fait preuve d'un certain réalisme et disons peut-être d'un certain sens de l'État en mettant en place ces sortes de transitions qui va permettre à certains services de base, notamment dans certaines régions en tout cas, de continuer à fonctionner. D'un autre côté, c'est du donnant-donnant ce genre de deal. Hein. Ça veut dire que les caciques, enfin les responsables du régime de Assad, s'ils acceptent de jouer ce jeu, c'est qu'ils ont reçu certaines garanties quant à leur propre survie. Oui. Donc bonjour les demandes, les exigences de justice de la population évidemment. Pour punir les responsables des massacres, des exactions et des tortures dans cette prison absolument horrible. Hein, qui a été, et justement, ce que tu dis est intéressant, c'est que là, il faut reconstruire tout un pays qui a subi plus de 10 ans de guerre perpétuelle. Et pour conclure sur cette question-là sur la Syrie, je pense que vous vous joignez à moi pour espérer le mieux possible pour le peuple syrien. Après, il faut que les gens comprennent aussi que si on n'est pas le plus optimiste possible, c'est aussi par amour pour le peuple syrien. On veut surtout pas. Oui, évidemment. Juste avant ça, on est aussi pessimiste. C'est pas par anti-révolutionnarisme ou je ne sais quoi. C'est vraiment par pure connaissance de l'histoire aussi de la Libye, de l'Irak et des différentes populations, et surtout parce que moi personnellement, j'ai aussi une pensée particulière pour un peuple qui est franchement, j'ai pas les termes, c'est vraiment une situation absolument horrible ce qu'ils ont subi. Il y a des enfants qui ont 18 ans, ils avaient moins de 10 ans au début de la guerre, et ils ont dû vivre des déplacements internes pas possibles, des situations de famine, des bombardements de partout, ça doit être absolument horrible. Donc évidemment, une pensée au peuple syrien, on espère le mieux possible, tout ce qui est possible. J'ai des pistes d'espoir en me disant que cette contradiction entre l'ANS et HTS peut peut-être conduire à une jonction entre les forces de l'attaque syrienne et HTS contre l'ingérence turque. J'ai peu d'espoir, mais on s'imagine des scénarios possibles. Bon, c'est très compliqué, mais j'essaie d'imaginer des solutions possibles. Et américaines. Et américaines, il y a plein de choses. Bon, si tu voulais dire quelque chose encore sur ça, vas-y, je t'en prie. Un petit commentaire quand même sur ce que tu dis sur les forces démocratiques syriennes et l'entité du Rojava. Bon, on le sait, ça c'est des choses quand même qui ont attiré l'attention de larges secteurs de l'opinion publique, y compris de la gauche et tout ça.
le projet du Rojava était un projet démocratique et un projet qui se concevait comme une partie dans le cadre d'une Syrie plus démocratisée. Ce n'était pas un projet sécessionniste. Donc, ce projet ne peut véritablement aboutir que dans le cadre d'un État national avec un minimum de fonctionnement démocratique. Est-ce que c'est compatible avec HTS et le type d'idéologie et de projet que porte HTS? On a quand même de fortes raisons d'en douter. Donc c'est des raisons profondes quand même qui empêchent précisément d'être optimiste. Et on peut craindre au contraire que si HTS, certes, abandonne le projet de djihad global, mais pour avancer vers une entité nationale, mais certes régie par la charia et par une idéologie, un fondamentalisme religieux rigoriste, comme le dit Youssef, eh bien, la cohabitation entre ça et puis le Rojava ne va pas être simple. Et on peut craindre le pire, très raisonnablement, et de façon très réaliste. Donc oui, l'espoir, si on veut, mais dans des situations comme celle-ci, et compte tenu de l'expérience qu'on a eue à la fois en Libye et par l'effondrement de l'État irakien, certes le contexte n'est pas le même parce que ce n'est pas une armée d'occupation étrangère qui vient, Dieu merci d'ailleurs, à ce cadre-là, mais il faut être vraiment réservé et avant tout procéder avec une estimation réaliste et pas projeter simplement nos désirs et nos espoirs sur la réalité. Et j'ajouterais ne pas oublier la Turquie qui fait des bombardements, qui a déjà tué 12 civils hier soir, dont 6 enfants à Kobané, et qui continue à faire son ingérence. Ça c'est un truc qu'on ne parle pas assez, mais la Turquie, là vous vous rendez pas compte, mais les zones là que vous voyez en bleu foncé, c'est des annexions. C'est des annexions de fait. Et à Afrin, ça parle turc, il y a le drapeau turc, c'est de nettoyage ethnique, et ça c'est un vrai risque dont personne ne parle. On parlera après d'Israël, mais les zones que vous voyez en bleu foncé, vous pouvez les considérer de facto comme des zones sous gouvernance turque, littéralement. Oui, je suis d'accord avec toi. Même par rapport à la Turquie, il faut quand même rajouter une chose, c'est que il y a quand même des visions expansionnistes turques. Évidemment, ça, c'est indéniable. Alors, directement ou indirectement. Ah non, directement. Le numéro 2, juste pour te dire, le chef du parti allié à Erdogan a quand même dit Alep est turc et musulmane de la moelle. C'est-à-dire que pour eux, Alep, c'est la Turquie. Et c'est aussi le ministre des Affaires étrangères. Exactement. C'est le ministre des Affaires étrangères turc. Et cela a été relayé par la fille d'Erdogan. Par tout le monde, mais c'est une parole politique publique. Qui a dit comment Alep a toujours été turc, etc. Donc il y a aussi cela, c'est qu'il y a quand même un vrai problème là. Il y a un vrai problème. Tu voulais dire 2 points positifs, tu l'avais dit. Non, les 2 points positifs, on l'a vu, c'est qu'effectivement, on peut faire globalement confiance au peuple syrien, mais il va affronter des difficultés terribles. Alors, les prisonniers sont libérés, les réfugiés vont revenir, ça c'est comme les points positifs, mais dans une Syrie qui est vraiment dévastée, qui est vraiment dévastée, je veux dire, par des combats terribles, et l'hiver, on est en plein hiver en plus, donc on imagine, on a ces populations qui vont être jetées hors de l'Europe, hors des pays d'accueil, et qui vont devoir, alors je ne sais pas du tout, ça va être, il n'y a aucun plan de reconstruction, mais ensuite on va parler des ingérences régionales. D'accord. Pour la Syrie, les difficultés sont énormes, mais on peut imaginer que le peuple syrien est un grand peuple et qui va peut-être trouver un élément fédérateur. Parfois, on l'espère évidemment. Parfois, on a bien vu qu'en 14 jours, le régime est tombé aussi. On ne peut pas savoir. Espérons le mieux possible. Maintenant, j'aimerais passer à la seconde partie. Je suis désolé, on a passé pas mal de temps là-dessus, mais c'était important. Sur les conséquences régionales et internationales. J'aimerais commencer, par exemple, à vous parler des 3 forces principales de la région. Ce sont les 3 pôles, que sont la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et donc, ces 3 forces-là, il y a une sorte de reconfiguration de par la Syrie, du poids de ces 3 puissances dans la région. Par exemple, là, tu vas peut-être parler, j'imagine, de l'Iran la Syrie de Bachar el-Assad était un allié de l'Iran, donc là, qui évidemment sort un peu... C'est les Américains qui sont là aussi, oui. Si on veut être... Je voulais parler d'abord, après je parlerai du territoire, donc il y a les 3 puissances-là qui ont les cartes ont été rebattues. Par exemple, la Turquie a avancé encore plus dans le territoire syrien, comme vous pouvez le voir, va aussi jouer la carte des réfugiés syriens et des liens historiques qui les lient avec HTS qui est maintenant au pouvoir. Donc là, c'est vraiment une grande victoire, je pense, pour la Turquie, malheureusement pour les forces démocratiques syriennes et je pense aussi pour l'intégrité de la Syrie. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite et pour l'Iran, je pense notamment au fait que le chemin, comme tu t'en parles souvent, Youssef, l'idée que l'axe de la résistance, c'est comme elle se nomme, qui était Liban, Syrie, Iran, et là, du coup, perd, a priori,
on imagine un soutien. Et donc, pour l'Iran, quelles conséquences Quelles conséquences pour l'Iran? Conséquences pour l'Iran, mais surtout conséquences pour les autres membres de l'axe de la résistance, qui sont le Liban, bien sûr, avec Hezbollah, et puis les Palestiniens aussi. Les Palestiniens qui étaient associés à cet axe de la résistance. Et il y a des gens qui se réjouissent, effectivement, du fait que cet axe de la résistance soit brisé. Alors, c'est pas ignorer les souffrances du peuple syrien, etc. On l'a dit, on peut le redire, on peut le répéter, il n'y a aucun problème, mais c'est un fait. C'est un fait que cet axe de la résistance, qui était donc un élément très important d'opposition à Israël, principalement, et à l'hégémonie américaine, et bien cet axe de la résistance a quand même fonctionné, alors évidemment, en étant allié au régime syrien, tout à fait. Et pour le passage, bon alors, la carte ne le montre pas, mais il y avait une voie qui arrivait d'Iran à travers l'Irak, et qui ensuite, ça faisait une fourche, une partie qui montait vers Alep, et l'autre partie qui descendait donc vers Damas. Et de là, c'était la voie donc d'acheminement des armes iraniennes vers le Liban, vers Hezbollah. Et puis également par la Jordanie. Alors on parlait de la Jordanie tout à l'heure, mais on regarde que la distance à parcourir dans le territoire jordanien était bien trop considérable. Et donc en passant par la Syrie, la route pour aller en Cisjordanie était plus réduite. Parce que la Jordanie n'est pas du tout un territoire acquis. N'était pas du tout un territoire acquis. Donc la première conséquence, alors, donc, pour la conséquence, pour l'Iran, alors l'Iran qui voit donc... on dit l'Iran qui voit... c'est un coup d'arrêt. Alors certains diront c'est un coup d'arrêt à l'hégémonie iranienne. Pour la Syrie. Il y avait des casernes iraniennes en Syrie. Je le rappelle, il y a quand même un commandant iranien qui a été tué dans l'ambassade de Damas. Plus d'un. Donc ça c'est un fait. Hein, oui, pendant la guerre, l'Iran était aux côtés du régime d'Assad. L'Iran était aux côtés du régime d'Assad, avec Hezbollah également. Voilà, donc Hezbollah et l'Iran ont été des ennemis de HTS, littéralement, du coup. Ah bah complètement. Voilà, donc on imagine difficilement une réconciliation du jour au lendemain. Alors bon, l'Iran aujourd'hui a quand même négocié avec HTS pour le retrait de ses troupes, des troupes qu'il y avait encore, et aussi pour la sauvegarde des lieux saints. Parce que vous savez, il y a un lieu saint très important pour les chiites. Oui, il faut quand même rappeler que HTS est quand même marqué par l'idéologie wahhabite qui est très anti-chiite. D'ailleurs, si on voulait bien faire les choses, on aurait dû repartir de la guerre Iran-Irak, parce que c'est la mère de toutes les batailles dans cette région. En fait, beaucoup de choses partent de là. Hein. Enfin, ça ne veut pas dire que les problèmes n'existaient pas avant, je veux dire. Un de ces jours, ce sera intéressant. Oui, bien sûr, les problèmes existaient, il y avait le régime d'Assad, etc. Mais c'est évident que la guerre Iran-Irak, et ceux qui ont voulu cette guerre Iran-Irak, qui a fait quand même, rappelons-nous, 700 000 morts, 700 000 morts, et au minimum avec un Iran, c'est évident que les conséquences, on le voit avec ce wahhabisme qui intervient comme opposition aussi avec ce qu'on considère le réveil. Toujours est-il que ce wahhabisme est très anti-chiite, il faut quand même le savoir. Je veux dire, c'est même pas une vision politique. Ils disent même que les chiites sont bien plus dangereux encore que les Israéliens. Hein, bon. Et donc, parce que par définition, les chiites seraient des fourbes, etc. Donc on a quand même des a priori très très difficiles à surmonter. C'est un vrai problème. Il y a un véritable racisme qu'on ne peut pas imaginer, qui se retrouve même en France, dans des forums, etc., où les gens sortent des énormités. Si vous voulez très rapidement, c'est important de revenir sur... Oui, il y a ces lieux communs antisémites que l'on connaît sur les juifs des chiites. Bien sûr, il y a la même chose qui existe par rapport aux chiites, c'est les chiites auraient insulté la femme du prophète. Alors à partir de là, vous avez tout... Bon, alors en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un véritable problème, ce racisme, parce que ça veut dire surmonter cela aussi. Alors l'Iran a réussi à avoir des garanties par rapport au lieu saint de Zeynep, qui est le mausolée de la fille du prophète qui est près de Damas. Il y a des garanties qui ont été données plus ou moins pour calmer le jeu. Paraît-il, elles ont été données. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça empêche quand même que le conflit prenne une dimension aussi religieuse. Et en tout cas, voilà où on en est. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la route, ce qu'on appelait la route des armes, est coupée. Donc ça veut dire que Hezbollah ne reçoit plus d'armes à partir d'hier. D'Iran, il n'y a plus d'armes, et Israël, évidemment, on s'en doute, est très satisfait. Et pareil pour les armes qui arrivaient en Cisjordanie, les armes iraniennes qui arrivaient en Cisjordanie à travers la Jordanie, là. Donc, voilà les conséquences. Voilà, donc ça, c'est des conséquences concrètes au plan géopolitique. Après, pour les autres, on peut pas. Alors voilà, mais en tout cas, c'est des conséquences concrètes. Au niveau des forces résistantes. Oui, bien sûr. Et juste, effectivement, il y avait ces trois pôles turcs,
iranien. Et quant au pôle arabo-émirati, eux, ce pôle était en train d'essayer de tirer la Syrie d'Assad vers lui. D'où la Ligue arabe. Voilà, la réintégration dans la Ligue arabe, etc. Toutes ces choses-là. Et c'est sûr que cela n'était pas quelque chose de forcément satisfaisant pour l'Iran. Exactement. D'ailleurs, ça a été dit. Ça peut expliquer aussi pourquoi l'Iran n'a pas... L'Iran, apparemment, a fait preuve de mauvaise volonté pour défendre... Exactement. Voilà. Parce que Bachar Assad voulait un peu se rapprocher de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui fait qu'ils sont... Alors, il voulait jouer de ces deux pôles. D'abord pour obtenir la fin des sanctions, sans doute. Il a voulu jouer très certainement de ces deux pôles. Probablement, oui. Voilà. Et puis bon, ensuite, il y a Tu voulais dire quelque chose sur l'Iran ou sur l'Arabie Saoudite, sur la Turquie, quelque chose? Peut-être sur la Turquie, peut-être plus en détail, ou je ne sais pas. Non, pas vraiment. Je crois qu'il faut parler du reste, c'est-à-dire qui s'est réjoui et qui se réjouit de la chute du régime Assad. Bon, il suffit de voir les déclarations qui ont été faites. Bon, c'est Israël en tout premier lieu. Israël, d'ailleurs, tu peux peut-être parler du fait qu'ils Netanyahou a parlé d'une journée historique. Il en a immédiatement profité pour occuper la zone tampon entre le Golan et la zone au sud. Bon, je tiens à rappeler que le Golan fait partie de ces territoires conquis par Israël en 67 et dont l'occupation est tout à fait illégale, bien entendu. Il y avait les forces de l'ONU, donc. Voilà, donc avec les forces de l'ONU. Il y a bien sûr tous les gouvernements occidentaux qui se réjouissent parce que le régime Assad faisait partie de ce qu'on appelait l'axe de la résistance, dont Youssef vient de parler. C'est d'ailleurs ça la contradiction de Assad, de Bachar, à savoir qu'il a fait son tournant néolibéral, mais il n'a pas fait un tournant pro-occidental au niveau de sa politique extérieure, de ses alliances et de ses orientations politiques. Gaddafi, lui, avait essayé de se réconcilier avec les Occidentaux. Oui. Il avait même arrosé avec ses largesses, que ce soit Sarkozy, que ce soit dans la cour de l'Élysée, on se souvient. Voilà, que ce soit les gouvernements britanniques. Un grand scandale a éclaté parce que des institutions universitaires prestigieuses avaient reçu l'argent de Gaddafi, etc. Mais même ça n'a pas été suffisant pour lui, pour le sauver. Et il faut dire une chose, moi je crois que fondamentalement ce que veut l'Occident, c'est la destruction et le démantèlement de tout État, de toute entité étatique qui est capable d'opposer une quelconque résistance à ces plans. Donc, ils peuvent très bien vivre avec des États chaotiques. La Libye, la situation de la Libye leur convient parfaitement. Tout à fait. Parfaitement. Donc, il n'y a aucun projet, et ça, je crois que ça marque une différence très profonde entre l'impérialisme occidental après la chute de l'Union soviétique et celui qui existait avant. Avant, quand l'impérialisme américain construit son hégémonie après la Seconde Guerre mondiale, il construit des États. Le plan Marshall en Europe, c'est ça. Et même les États de la périphérie, que ce soit la Corée du Sud, par exemple, ou même le Sud-Vietnam, il y avait une aide américaine massive avec la volonté de construire véritablement des États qui ressemblaient à quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un camp d'en face. Il y avait les révolutions anticoloniales, il y avait l'Union soviétique, il y avait des projets politiques derrière ça auxquels il fallait riposter, et donc il fallait quand même quelque chose en face. Bon, là, on considère qu'il n'y a plus d'alternative systémique, donc on n'a plus besoin véritablement d'entrer dans un processus de construction étatique. Gérer du chaos, c'est quelque chose qui convient parfaitement. Donc, une Syrie qui n'existe plus en réalité en tant qu'unité, en tant qu'entité unifiée, qui est un conglomérat de réduits d'États contrôlés par des milices, etc. C'est quelque chose qui convient parfaitement aux intérêts occidentaux, pourvu qu'évidemment ils aient les points d'appui militaires et le contrôle de certaines ressources et de certains axes stratégiques. Voilà, notamment le pétrole. C'est pour ça que les Américains sont là d'ailleurs. Mais notamment des axes stratégiques qui leur conviennent. Dernière chose, c'est que malgré le fait que le régime syrien faisait partie de l'axe de la résistance, il faut dire que du point de vue palestinien, qui est celui dans lequel on se place, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je veux dire, le régime baathiste syrien a joué un rôle terrifiant par rapport à la résistance palestinienne. Que ce soit pendant la guerre civile au Liban, que ce soit par le fait qu'en Syrie, que ce soit par le fait qu'en Syrie même, la population palestinienne était quadrillée par des factions qui étaient complètement inféodées au régime et qui se tournaient contre d'ailleurs le mouvement national palestinien à proprement parler. C'était bon. Donc
et il faut souligner aussi que le Hamas a été expulsé de Damas et de la Syrie parce qu'il avait pris parti pour l'insurrection contre Assad. Hein. Voilà. Donc les choses sont complexes de ce point de vue, mais il est évident que cette évolution n'est pas quelque chose de positif pour le mouvement national palestinien et pour la lutte du peuple palestinien, quoi qu'on pense, et on ne pense pas du tout du bien du régime de Assad. Je veux juste revenir là-dessus, c'est que tu as parlé de... Merci pour ta remarque sur l'impérialisme qui a évolué suite à la suite de l'URSS, mais moi j'aimerais justement revenir sur ce point-là. C'est qu'il y a vraiment un autre, on n'a pas parlé encore, mais une autre puissance qui ressort affaiblie par la chute d'Assad, c'est la Russie. La Russie, grand ami de la Syrie, et la Russie qui n'a probablement bientôt plus pied dans la Méditerranée, parce que là, sur le port de l'Ataqué, c'est ça l'Ataqué ? L'Ataqué était un port aussi d'accès à la Méditerranée. C'est Tartous. La base est à Tartous. C'est Tartous. Avait un pied dans la Méditerranée grâce à ses liens avec la Syrie, qui aujourd'hui, évidemment, suite à la prise de pouvoir de HTS, la Russie n'aura, je pense, plus du tout pied en Syrie, parce que je rappelle que c'est la Russie qui a bombardé massivement la population syrienne Alep et la population syrienne qui se soulevait contre le régime. Donc évidemment que la Russie, je pense, a priori, n'aura plus cette facilité d'accès à la Méditerranée. Donc là, l'impérialisme, quand on réfléchit à ses ennemis principaux, l'impérialisme occidental, ça sera la Russie, premièrement, enfin plutôt la Chine et la Russie. Et là, tu m'en parlais tout à l'heure, là, une conséquence pour la Russie, c'est vraiment la Russie perd pied au Moyen-Orient, quasiment. Oui, alors juste... Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à ça. Juste pour compléter, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, les impérialistes s'accommodent très bien du chaos. C'est d'ailleurs ce qu'eux-mêmes appelaient le chaos constructif. C'est la théorie du chaos constructif qui avait été mise en place dans les années 90 déjà, hein, effectivement. Alors ce chaos constructif, il est intéressant de dire qu'il a un volet politique qui avait été défini par les conseillers de Bush père déjà. Et Huntington en parlait plus ou moins, elle est évoquée, mais beaucoup d'autres aussi également. Mais la théorie du chaos constructif, c'est qu'en fait, eh bien, il ne sert à rien. Et d'ailleurs, Trump l'a dit il y a quelques jours. Crânement, il dit qu'on n'a aucun intérêt, on n'a rien à faire avec ce qui se passe là-bas. Justement, c'est faux. On a intérêt à ce qu'il y ait le chaos, justement. Hein, on a intérêt à ce qu'il y ait le chaos. Et ce chaos constructif, il y a le volet politique, mais il y a aussi le volet religieux. N'oublions pas que les dirigeants américains s'appuient sur des groupes religieux très importants, les groupes évangéliques. Et ces groupes évangéliques ont eux-mêmes la théorie du chaos constructif, parce que vous savez très bien que le Messie, hein, le Rédempteur, pour qu'il revienne dans la vision eschatologique des évangéliques, ça c'est très sérieux ce que je vous dis, eh bien il faut que le chaos règne. C'est dans un monde de chaos et donc la théorie était simple, on renverse les choses. Pour hâter la venue du Messie, il suffit de provoquer le chaos. Mais je vous assure que c'est exactement ce qu'il pense. Oui. Parce qu'il s'appuie sur l'Apocalypse. Il s'appuie, c'est les visions apocalyptiques. Exactement, l'eschatologie, etc., le retour du Messie. Donc pour hâter... Et l'Apocalypse, c'est une allégorie de la désintégration de l'Empire romain. Absolument, hein. absolument. Donc, le Messie viendrait sur les ruines, justement, d'un empire romain qui était... Voilà. Et donc cette théorie d'une Syrie en chaos, c'est quelque chose qui ne gêne pas. Il y a juste les bases américaines qui sont là pour superviser un petit peu, hein, pour voir, effectivement, pour contrôler les choses, mais il faut dire que même par rapport au pétrole, et là c'est là que la dimension plus même internationale comment intervient, c'est que ce pétrole, c'est pas pour l'avoir, ils en ont beaucoup du pétrole, les Américains, c'est surtout pour empêcher que les autres l'aient, c'est surtout pour empêcher que, entre autres, les Chinois éventuellement aient ce pétrole. Je rappelle qu'aujourd'hui, à cause de la loi César, la Syrie n'a pas de pétrole, alors qu'elle a des puits de pétrole, mais elle n'a pas accès. Les Américains occupent toute la région des zones pétrolifères syriennes, justement. Et donc la Syrie n'a plus de pétrole, ce qui fait que les paysans n'ont plus de carburant pour faire marcher les moteurs, pour pomper l'eau, etc. Ce qui fait que le chlore ne rentre pas en Syrie aujourd'hui. On ne peut plus assainir l'eau, donc il y a des maladies qui reviennent, etc. Ils avaient fait ça en Irak. Hein. Oui, et c'est exactement le scénario, ceux qui ont connu l'Irak. C'est pour ça que, bon, on a peut-être un côté désabusé, mais moi je revis ce que j'ai vécu 1000 fois, ce qu'on a vécu 1000 fois en Irak, en Libye, etc. Et c'est ça qui a ce côté terrible, c'est où ces Américains imposent et construisent, détruisent au gré. Et là, ce chaos, c'est le gros challenge, c'est que comment faire pour reconstruire une Syrie
alors qu'on a des États-Unis qui ne cherchent pas forcément, et tu l'as dit, après la Seconde Guerre mondiale, c'était autre chose avec le plan, mais qui ne cherchent pas forcément à ce qu'il y ait une Syrie comment construite. Ça va être un vrai problème. Alors, la dimension, on peut parler donc d'Israël, évidemment. La Russie aussi. La Russie, alors la Russie... Je vais finir... Oui, parce que les deux théâtres... Alors, on va le voir, parce que les deux théâtres d'opération de guerre aujourd'hui, en Ukraine et au Moyen-Orient, se retrouvent quand même linkés d'une certaine façon. Mais on va en dire un mot après, peut-être. Oui, peut-être, je ne sais pas si vous comptez... Moi, je voulais aussi parler rapidement d'Israël. Peut-être qu'on finira sur la Russie et la Chine pour ouvrir l'axe encore. Restons encore sur le Moyen-Orient. Israël, là, vous voyez la zone que vous voyez que les auditeurs voient au sud-ouest. Donc, c'est le Golan. Mais Israël a récemment, donc hier, je crois que c'était encore hier, ou dans les jours, pour ceux qui nous écoutent plus tard, donc c'est... le week-end du 7-8 décembre, a conquis le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est très important. C'est à 40 km à attends, excuse-moi, attends, je vais leur dire, c'est plus simple, Youssef. C'est au nord du Golan. Attends, c'est à 40 km à l'ouest de Damas, d'accord? C'est à la frontière entre le Liban et la Syrie. C'est la plus haute montagne du Moyen-Orient, de la région. Hein. De la région. Enfin, de cette région-là. De cette région-là, pas du Moyen-Orient. Juste de la région. Je veux dire, il y a un radar qui contrôle tout le Moyen-Orient qui est là. Il y a plus de 2000 mètres d'altitude et qui est contrôlé depuis hier, avant-hier, par les forces d'Israël. Et évidemment, c'est une montagne qui est à 40 km de Damas sur un flanc, et sur l'autre flanc était directement à une distance directe du sud Liban. Évidemment, c'est une position militaire des plus stratégiques, puisque vous mettez quelques canons d'artillerie en hauteur, à 40 km de Damas et de l'autre côté, et vous bombardez Damas dans la seconde qui suit. Donc, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'Israël profite, comme vous parlez de chaos constructif, Israël a profité du chaos comme tout le temps pour bombarder des dizaines et dizaines d'infrastructures, pas que militaires, mais notamment militaires au sud de la Syrie, et en a profité pour envahir à la fois le Golan, et encore plus que le Golan, ils sont allés jusqu'au mont Hermon, et vous pouvez être sûr que maintenant qu'Israël a la main sur le mont Hermon, il ne va pas le lâcher de sitôt. Et donc ça, c'est un vrai danger, parce qu'ils sont maintenant dans une position stratégique, mais des plus stratégiques. Israël a vu l'opportunité et est directement allé dans cette position stratégique. Donc on voit aussi que la Syrie, en plus d'être écartelée, elle a des territoires qu'elle ne contrôle même plus, que ce soit au nord soumise à la Turquie, ou au sud-ouest soumise littéralement à l'annexion même d'Israël. Ce sont des territoires occupés. Ce sont des territoires occupés, il faut le dire, en fait, il faut dire les termes. Au nord par la Turquie, au sud par Israël. Et donc là, c'est évidemment... parce que sur les cartes, ils sont pudiques, ils disent territoire contrôlé par Israël. J'adore le son parisien. C'est une annexion. Sur Golan. Contrôlé, non, c'est occupé, et c'est là qu'on a même pour la Crimée, ils disent annexion, et ils disent pas annexion. On a peur de dire occupé, contrôlé par... voilà, c'est un contrôle. Mais non, c'est de l'occupation, et comme tout le reste du Golan. On a vu hier, d'ailleurs, comment le ministre israélien, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom, là. Smotrich, un des deux... Comment? Lequel, Smotrich ou l'autre? Oui, Smotrich, qui était en train de danser avec des druzes, des druzes, etc., pour fêter la chute, etc. Donc sur le Golan, d'accord? Donc parce qu'il y a une population de druzes très importante. Oui, mais donc juste pour revenir, si vous voulez, on peut conclure. Moi, j'aimerais bien conclure sur au moins les conséquences, peut-être plus sur la Chine et la Russie. Vous voulez pas ajouter quelques points ou sur la Russie notamment? Tu voulais dire quelque chose, Youssef, par rapport à ce que tu dis? Je ne sais pas si on peut exclure un scénario de type Guantanamo pour la sauvegarde de la base russe. Hein. Tu penses? Ah oui. C'est pas exclu. Hein. Je rappelle que Guantanamo est en territoire cubain, mais les Américains ont gagné et comment ont gardé cette base en plein cœur. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça au début de l'émission, mais il y a des accords, je ne sais pas si ça va être pérenne. Mais... Je tenais justement à préciser que là, on discute à H+10 suite à la chute d'Assad. Donc évidemment, tout ce qu'on dit est à prendre aussi au conditionnel. On n'a pas de certitude, personne n'en a. Là, on parle de risques et de conséquences régionales internationales. En tout cas, pour la Chine, il y a une chose qui est certaine, c'est que cela nuit à des projets chinois. Enfin, les projets chinois qui voulaient quand même une région stabilisée. Ce sont les Chinois qui avaient œuvré pour une réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On avait même eu des manœuvres navales conjointes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hein. Dans le Golfe arabo-persique. Les Occidentaux voulaient faire de l'île Moussa une pierre d'achoppement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ils ont réussi à surmonter ce problème. C'est un problème territorial d'une île,
Et cela n'a pas été accueilli, n'a pas été bien accueilli par les Occidentaux, hein, qui veulent toujours garder des pierres d'achoppement entre les pays pour pouvoir appuyer dessus le cas où. Et donc, il faut dire que l'Iran a mené une diplomatie assez intelligente de rapprochement et d'apaisement des tensions. Et cela était tout à fait dans l'intérêt de la Chine, pour ses projets aussi. Et là, effectivement, du point de vue des Occidentaux, ils ont le sentiment que c'est un coup d'arrêt aussi à cette stabilité, parce que la Chine, elle est loin de tout cela. Pour elle, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cela ne va pas du tout dans le but de la Chine qui a été de stabiliser. La Chine veut absolument stabiliser les zones. Hein, voilà. Et la Russie aussi également. La Russie également aussi, du fait de ces liens très importants avec l'Iran, qui sont encore renforcés ces derniers temps. Et peut-être que cela était aussi à mettre en rapport avec le conflit d'Ukraine. Voilà, à voir, oui. Alors, encore une chose à propos d'Israël, il ne faut jamais oublier que l'obsession de Netanyahou en particulier, c'est la guerre avec l'Iran. Oui. Voilà. Donc, qui ne peut évidemment aboutir que s'il réussit à amener les Américains là-dessus. Donc avec Trump qui arrive au pouvoir, avec le contexte qui est créé maintenant en Syrie et au Liban, est-ce que Netanyahou pourra réaliser ce plan qui, inutile de le dire, serait quelque chose d'absolument apocalyptique, là pour le coup, hein, oui, je veux dire, sans être un évangélique tout à fait. et lire l'Apocalypse de oui, Jean, on peut craindre qu'une guerre américaine américano-israélienne contre l'Iran, oui. c'est l'Apocalypse, hein, tout vraiment. Donc une vigilance particulière est nécessaire à cet égard, et il faut dire que bloquer Israël, prendre des mesures contre Israël, prendre des mesures de sanctions contre Israël, ce n'est pas simplement soutenir la lutte du peuple palestinien, mettre fin au génocide, mettre fin à l'oppression coloniale, c'est aussi sauvegarder la paix régionale et mondiale. C'est empêcher un véritable cataclysme. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais conclure. Ça vous va? Vous voulez dire un mot de conclusion? Moi, je voulais juste finir. Vas-y, oui, j'ai un mot de conclusion qui nous concerne directement, en fait, hein, nous qui sommes ici en France, en Europe et dans le monde occidental. C'est la question des réfugiés. Alors, il me paraît tout à fait prématuré de dire que les réfugiés vont rentrer en masse. Certes, il y aura un mouvement de retour des réfugiés. Jusqu'à quel point, et en fonction de comment est-ce que la situation va évoluer, ça, on le verra. Je souligne ici que le fait que même si en Afghanistan il n'y a plus de combat à proprement parler, hein, depuis que les talibans l'ont emporté, l'exode d'Afghans qui veulent échapper à la situation qui se crée continue. Donc la situation chaotique et d'éclatement de la Syrie dont on parle depuis le début, une chose est sûre, c'est que, elle va dissuader, si elle se pérennise, un retour massif de réfugiés, et deux, peut provoquer un mouvement inverse, hein, de départ de gens qui peut-être viennent avec l'espoir que les choses vont s'arranger et qui, voyant que la situation n'est pas viable, à commencer par la situation tout simplement économique, hein, de survie dans un pays dévasté et dont la reconstruction est un énorme point d'interrogation. Donc je considère tout à fait criminel, véritablement, la décision des gouvernements occidentaux qui décident de ne plus accepter de nouveaux réfugiés. Voilà, et éventuellement d'encourager par tous les moyens, ce ne sera pas des moyens très jolis, les réfugiés à retourner chez eux, en rappelant le fait que l'écrasante majorité des réfugiés syriens n'est pas du tout en Europe, mais dans les pays limitrophes. Hein. Voilà. Oui. Tu veux dire un mot de conclusion ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a quand même des acteurs locaux, et il ne s'agit pas de nier cela, des acteurs locaux, régionaux, mais il y a quand même cette idée qu'il est très, très difficile de construire des États démocratiques dans un monde de puissance impérialiste, dans un monde complètement dirigé par l'impérialisme. Ce serait vraiment faire de l'angélisme que d'imaginer qu'on puisse construire comme ça un pays démocratique, etc., et que l'impérialisme va vous laisser le faire. Et c'est une question plus générale, c'est un débat que j'aimerais qu'on aborde un jour ici, sans doute, sur le fait qu'on ait beaucoup de régimes autoritaires et qu'effectivement l'impérialisme aussi... Faut dire que cette situation est aussi il ne s'agit pas de nier des acteurs locaux, mais c'est aussi une situation qui est héritée totalement de la domination impérialiste et qui va pousser aussi à la constitution de régimes militaires, autoritaires, etc. Parce que qui n'a pas une armée forte
est assuré de disparaître, d'où l'histoire avec l'Iran, etc. Et combien de pays du tiers-monde, d'États du tiers-monde, sont devenus autoritaires? C'est pas parce qu'il y aurait un atavisme qui empêcherait ces pays-là de pratiquer la démocratie et autres. C'est qu'un pays du tiers-monde qui veut être démocratique et qui pratique la démocratie, le pluralisme, etc., c'est un pays et qui en même temps est opposé à l'impérialisme, parce qu'il y a beaucoup de dictatures dans la région. Et si on ouvrait les prisons égyptiennes, je crois qu'on trouverait des choses aussi horribles, et pas uniquement qu'égyptiennes, les prisons saoudiennes, les prisons du Bahreïn, parce que le Bahreïn, c'est une toute petite minorité qui contrôle, mais évidemment, on ne le fera jamais, et ça, vous ne le verrez jamais à la télévision, tant que l'impérialisme sera fort. C'est ça le problème. C'est que si on ouvrait les prisons égyptiennes, chiche, si on ouvrait toutes ces prisons. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile de construire une démocratie dans un monde. Encore une fois, je n'excuse rien du tout, mais le problème, c'est que l'impérialisme pousse à la militarisation, et des pays du tiers-monde opposés à l'impérialisme et qui veulent pratiquer la démocratie, eh bien c'est quoi? Ça se termine comme Lumumba, comme Nkrumah, comme Sankara, comme Allende, ça veut dire que durée de vie très réduite. Très réduite. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais le nier, ce serait aussi une erreur. C'est que c'est très difficile. Pourquoi voudriez-vous que les Américains, qui dominent, laissent un pays du tiers-monde opposé à lui, tout d'un coup, construire une démocratie? C'est-à-dire que c'est faisable, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Je tiens à le dire, parce que c'est quand même, il ne s'agit pas de dire c'est la faute toujours à l'impérialisme, mais je le dis quand même. C'est-à-dire que l'impérialisme n'a pas eu du tout intérêt à ce que le tiers-monde, tous ces pays qui sortent du colonialisme, on ne va pas remonter à Sykes-Picot, mais c'est quand même une région qui a été entièrement morcelée, découpée. C'est une région où il y a 21 communautés religieuses. Vous voyez comment faire vivre tout ça? Et l'impérialisme, son souhait le plus cher, c'est de faire éclater tout cela. C'est de faire éclater tout cela. Et c'est des peuples qui pourtant avaient vécu ensemble des siècles auparavant, pendant des siècles et des siècles, sans relatif problème. Mais c'est une vraie question. L'Occident impérialiste a une vraie responsabilité dans tout cela. Voilà, je tenais à le dire, il ne s'agit pas encore une fois de nier. Après, il y a des choix, le régime d'Assad, etc., autoritaire, tortionnaire, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème, et ce n'est pas le seul, l'Égypte et autres. Mais il y a des dictatures qui ne seront jamais touchées. Il faut le savoir. Il y a des dictatures qui ne seront jamais touchées. Et entre autres, les grands alliés de la France, l'Arabie Saoudite, pour commencer. Voilà. Eh bien, merci tous les deux. Moi, et donc, on a quand même beaucoup d'espoir pour le peuple syrien. Je voulais justement en parler. Voilà. Je voulais finir sur un mot... palestinien, évidemment, qui va aussi faire les frais de tout notre soutien au peuple palestinien. Et si je voulais juste passer un mot au peuple syrien, même si je ne sais pas s'il nous écoute ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tout l'espoir possible qu'on peut donner au peuple syrien, avec un espoir... certes nuancé de plein de contradictions internes, mais j'ai bon espoir, je l'espère, de construction d'un édifice nouveau, une nouvelle Syrie, avec toutes ses composantes, qu'elles soient arabes, alaouites, kurdes, druzes, toutes les composantes chiites, sunnites, arméniens, assyriens. Oui. C'est un pays d'un mosaïque de population qui peut se renforcer par sa diversité. Espérons que ce sera le cas. Espérons le meilleur pour la Syrie. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne de Parole d'Honneur. À bientôt. Merci encore Youssef, merci Satis. Merci chers amis. Pas facile.